Pendant des décennies, l'histoire des origines paraissait simple. Les Coréens et les Japonais descendaient de populations anciennes qui avaient vécu sur la péninsule et sur les îles pendant des dizaines de milliers d'années. Le récit semblait clair, l'identité aussi, et les lignées paraissaient pures. Mais l'ADN ancien vient de faire voler cette histoire en éclats. En 2021, une équipe de généticiens a extrait de l'ADN d'ossements enterrés dans le sol coréen depuis plus de 6000 ans. Ce qu'ils ont trouvé ne correspondait pas du tout aux Coréens modernes. La signature génétique pointait ailleurs, vers un endroit que personne n'attendait. Puis des chercheurs japonais ont analysé des restes de la période Jomon, le peuple qui a vécu au Japon pendant 16 000 ans avant l'arrivée de la riziculture. Les résultats ont été encore plus surprenants. Les Japonais modernes ont très peu en commun avec ces anciens habitants. L'héritage génétique Jomon a presque disparu du patrimoine génétique actuel. Alors, si les Coréens et les Japonais modernes ne descendent pas des populations anciennes qui vivaient là en premier, d'où viennent-ils réellement? La réponse change complètement tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'Asie de l'Est. Commençons par la Corée, car c'est là que l'histoire devient étrange en premier. La péninsule coréenne est habitée depuis au moins 40 000 ans. Les données archéologiques montrent une présence humaine continue à travers l'âge glaciaire, les périodes de réchauffement et de grands bouleversements climatiques. Pendant la plus grande partie de ce temps, les habitants vivaient comme chasseurs-cueilleurs. Ils ne cultivaient pas la terre. Ils suivaient le gibier, pêchèrent dans les rivières et ramassèrent des plantes. Puis, il y a environ 3500 ans, quelque chose a changé. La culture du riz est apparue sur la péninsule, pas de manière progressive, ni comme une lente adoption de nouvelles techniques agricoles. Elle est apparue soudainement, déjà bien développée, avec des systèmes d'irrigation avancés et des outils spécialisés. Les traces archéologiques montrent une rupture nette entre l'avant et l'après. Les historiens pensaient que la même population avait simplement appris de nouvelles techniques. Ils imaginaient que les chasseurs-cueilleurs coréens avaient adopté l'agriculture auprès de leurs voisins, puis avaient continué à vivre normalement. L'ADN ancien a montré que cette idée était profondément fausse. En 2020, des chercheurs ont extrait du matériel génétique de restes humains trouvés sur le site de Taejongni, en Corée du Sud. Ces ossements dataient du début de la période agricole, au moment même où la riziculture apparaissait pour la première fois. L'ADN a révélé quelque chose que personne n'avait prévu. Ces premiers agriculteurs portaient des marqueurs génétiques correspondant à des populations de la vallée du Yangtze, dans le sud de la Chine. Pas de Corée, pas des chasseurs-cueilleurs locaux qui vivaient là depuis des millénaires. Ces agriculteurs étaient des migrants. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus complexe. L'analyse génétique n'a pas montré seulement une ascendance du sud de la Chine, elle a montré un mélange. Ces premiers agriculteurs coréens porteurs de l'ADN provenant d'au moins 3 populations distinctes. Des riziculteurs du sud de la Chine, oui, mais aussi des signatures génétiques de la région du fleuve Jaune, dans le nord de la Chine, ainsi que des traces des anciens chasseurs-cueilleurs coréens qui vivaient là avant l'arrivée de l'agriculture. Ce qui s'est produit, c'est un remplacement de population, pas un génocide, ni une conquête violente. Quelque chose de plus progressif, mais tout aussi profond. Les agriculteurs ont migré vers la Corée sur plusieurs siècles. Ils apportaient une technologie de production alimentaire plus efficace. Ils pouvaient faire vivre des populations plus nombreuses. Ils avaient plus d'enfants. Avec le temps, ils ont simplement dépassé les chasseurs-cueilleurs en nombre. Les habitants d'origine n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils se sont mélangés aux nouveaux venus. Certains groupes de chasseurs-cueilleurs ont adopté l'agriculture et ont rejoint les nouvelles communautés. D'autres se sont retirés vers des terres marginales, où l'agriculture était difficile. En moins de 1000 ans, la signature génétique de la population coréenne d'origine avait été presque entièrement diluée. Les Coréens modernes conservent environ 10% de leur ascendance issue de ces anciens chasseurs-cueilleurs. Les 90% restants proviennent des riziculteurs arrivés il y a 3500 ans. Cela réécrit complètement la préhistoire coréenne. L'idée d'une lignée coréenne pure et ininterrompue remontant à des dizaines de milliers d'années ne correspond pas aux données génétiques. Les Coréens modernes descendent principalement de migrants agricoles venus de Chine, qui se sont installés sur la péninsule et ont démographiquement dépassé les populations autochtones. Parlons maintenant du Japon, car l'histoire y est encore plus spectaculaire. Les îles japonaises ont été peuplées pour la première fois il y a environ 38 000 ans, quand le niveau de la mer était plus bas et que des ponts terrestres reliaient le Japon au continent asiatique. Les groupes arrivés alors ont formé la culture Jomon, nommée d'après la poterie décorée de motifs de cordes qu'ils fabriquaient.
Les Jomon ont vécu comme chasseurs-cueilleurs pendant 16 000 ans. Ils ont développé des outils sophistiqués, une poterie élaborée et des pratiques spirituelles complexes. Ils ont construit des établissements permanents et prospéré dans l'environnement riche en ressources du Japon. Puis, il y a environ 3000 ans, la culture du riz est arrivée au Japon. Comme en Corée, elle est apparue soudainement avec une irrigation avancée, des outils spécialisés et la riziculture en rizières inondées déjà en place. Le riz a transformé la vie et, comme en Corée, il est arrivé avec des hommes. La période Yayoi a commencé vers 900 avant notre ère, lorsque des riziculteurs venus de la péninsule coréenne ont commencé à migrer vers les îles japonaises. Les données archéologiques montrent qu'ils sont d'abord arrivés dans le nord de Kyushu, puis se sont progressivement étendus à Honshu au cours des siècles suivants. Ils apportaient des outils en bronze, des armes en fer et des systèmes agricoles capables de nourrir des populations bien plus importantes que celles que pouvaient faire vivre la chasse et la cueillette. Les innovations Yayoi ont transformé les îles. Les historiens connaissaient depuis longtemps la migration Yayoi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est à quel point ces migrants avaient remplacé les Jomon. En 2019, une vaste étude génétique a analysé l'ADN de dizaines de squelettes Jomon et de centaines de Japonais modernes. Les résultats ont surpris les anthropologues du monde entier. Les Japonais actuels tirent environ 80 à 90% de leur ascendance des agriculteurs Yayoi. Seulement 10 à 20% viennent des habitants Jomon d'origine. Les preuves génétiques sont claires et puissantes. Les Jomon, qui ont vécu au Japon pendant 16 000 ans et développé l'une des plus anciennes traditions de poterie du monde, ont très peu contribué au patrimoine génétique du Japon moderne. Que leur est-il arrivé? C'est là que l'histoire s'assombrit. Les preuves génétiques suggèrent que les Jomon ont été repoussés vers les marges à mesure que les agriculteurs Yayoi s'étendaient à travers les îles. Certains groupes Jomon se sont mélangés aux nouveaux venus et ont été absorbés dans les communautés agricoles. D'autres se sont retirés dans des régions peu favorables à la riziculture, dans les montagnes et dans les zones du nord où l'agriculture était difficile ou impossible. Un endroit où l'ascendance Jomon subsiste davantage est la population Aïnou de Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon. Les Aïnous ont conservé un mode de vie de chasse et de cueillette jusqu'à l'époque moderne. Et les études génétiques montrent qu'ils portent bien plus d'ADN Jomon que les populations japonaises du territoire principal. Ils représentent, en quelque sorte, les derniers vestiges des habitants d'origine du Japon. Mais même les Aïnous ont subi un fort déclin démographique et une importante répression culturelle. Au moment où le Japon s'est modernisé au XIXe siècle, leur population était tombée à seulement quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, une ascendance Jomon pure est pratiquement éteinte. Les peuples qui ont vécu au Japon pendant 16 millénaires ont été presque entièrement remplacés. Alors, d'où venaient réellement les agriculteurs Yayoi? C'est là que l'histoire rejoint de nouveau la Corée et révèle un tableau encore plus vaste. Les migrants Yayoi qui se sont installés au Japon venèrent du sud de la péninsule coréenne. Mais comme nous l'avons déjà vu, ces Coréens descendaient eux-mêmes de riziculteurs chinois arrivés en Corée des siècles plus tôt. Cela signifie que les Yayoi représentaient en réalité une deuxième vague migratoire, transportant la culture du riz né dans la vallée du Yangtze à travers la Corée, puis jusqu'au Japon. Les études génétiques confirment aujourd'hui cette chaîne migratoire. L'ADN Yayoi montre des liens clairs avec les populations coréennes de l'âge du bronze, qui montrent elles-mêmes des liens clairs avec les populations chinoises néolithiques des régions du Yangtze et du fleuve Jaune. C'est comme une autoroute génétique qui va de la Chine centrale, traverse la péninsule coréenne et atteint les îles japonaises. Cette migration a transformé en profondeur l'Asie de l'Est. Les riziculteurs n'ont pas apporté seulement une nouvelle manière de produire de la nourriture. Ils ont aussi apporté des langues, des structures sociales, des pratiques religieuses et des systèmes techniques qui ont remplacé presque tout ce qui existait auparavant. Les langues coréennes modernes et les langues japonaises modernes appartiennent probablement à des familles linguistiques diffusées par ces migrants agriculteurs. Les langues coréaniques et japoniques ne sont pas liées aux langues parlées par les chasseurs-cueilleurs d'origine. Ces langues plus anciennes ont disparu, effacées par la vague démographique qui a traversé la région. Les pratiques culturelles que nous associons à la Corée et au Japon traditionnel, les structures sociales hiérarchisées, les cuisines fondées sur le riz, les fêtes agricoles, viennent de ces cultures agricoles arrivées il y a 3000 ans. Très peu de ces éléments remontent aux chasseurs-cueilleurs qui vivaient là auparavant. Mais l'histoire génétique devient encore plus complexe quand on observe les variations régionales à l'intérieur de la Corée et du Japon.
Les Coréens du Sud et les Coréens du Nord présentent de légères différences génétiques, mais elles sont mesurables. Les Nord-Coréens portent un peu plus d'ascendance liée aux populations du fleuve Jaune, tandis que les Sud-Coréens montrent des liens plus forts avec les groupes du Yangtze. Cela a du sens sur le plan géographique. La partie nord de la péninsule a sans doute reçu davantage de migrations venant du nord de la Chine, tandis que le sud a reçu une influence plus forte de l'expansion agricole venue du sud de la Chine. Au Japon, le schéma est encore plus marqué. Les habitants de Kyushu, l'île méridionale où les migrants Yayoi sont arrivés en premier, montrent les niveaux les plus élevés d'ascendance Yayoi. Plus on remonte vers le nord, à travers Honshu puis jusqu'à Hokkaido, plus l'ascendance Jomon augmente. Les îles Ryukyu, au sud du Japon principal, montrent elles aussi des profils génétiques distincts, avec leur propre mélange d'influences Jomon, Yayoi et d'autres apports est-asiatiques plus tardifs. Cela signifie que les populations modernes de Corée et du Japon ne sont pas génétiquement uniformes. Ce sont des mosaïques issus de plusieurs vagues migratoires, de mélanges régionaux et de degrés variables d'absorption des populations d'origine. La découverte de ces anciennes migrations soulève une question fascinante. Pourquoi les populations agricoles ont-elles remplacé les chasseurs-cueilleurs de manière aussi complète? Pourquoi les deux groupes n'ont-ils pas coexisté, chacun occupant une niche écologique différente? La réponse tient au nombre. La riziculture peut faire vivre des densités de population bien plus élevées que la chasse et la cueillette. Une seule rizière peut nourrir des dizaines de personnes sur une terre qui ne ferait peut-être vivre qu'une ou deux personnes dans une économie de chasse et de cueillette. Quand les populations agricoles sont entrées en Corée et au Japon, elles pouvaient tout simplement avoir plus d'enfants, construire des villages plus grands et occuper davantage de territoire. En quelques générations, les agriculteurs dépassaient les chasseurs-cueilleurs dans des proportions de 10 contre 1, puis 50 contre 1, puis 100 contre 1. Les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas besoin d'être éliminés physiquement. Ils devenaient simplement insignifiants sur le plan statistique. Ce processus s'est produit partout sur la planète pendant la révolution néolithique. En Europe, des agriculteurs venus du Moyen-Orient ont remplacé les chasseurs-cueilleurs européens. En Afrique, des agriculteurs bantous se sont étendus à travers le continent, remplaçant ou absorbant d'innombrables groupes autochtones. Dans les Amériques, les sociétés agricoles de Mésoamérique et des Andes ont grandi jusqu'à dépasser largement les populations voisines de chasseurs-cueilleurs. La Corée et le Japon n'étaient que la version est-asiatique de ce modèle mondial. Ce qui rend les cas coréens et japonais particuliers, c'est à quel point cela s'est produit tard et à quel point les populations d'origine ont été complètement remplacées. Dans beaucoup d'autres régions du monde, l'ascendance de chasseurs-cueilleurs subsiste à des niveaux bien plus élevés dans les populations modernes. En Corée et au Japon, elle a presque disparu. La recherche génétique révèle aussi quelque chose d'inattendu sur la relation entre Coréens et Japonais. Malgré l'hostilité historique entre les deux nations, malgré des siècles de conflits et de rivalités culturelles, Coréens et Japonais sont très étroitement apparentés sur le plan génétique. Les deux populations descendent principalement des mêmes groupes de riziculteurs de l'âge du bronze partis de Chine. La séparation entre les ascendances coréennes et japonaises s'est produite relativement récemment, il y a seulement environ 3000 ans, lorsque les Yayoi ont traversé vers le Japon. Avant cela, il s'agissait du même peuple. Les études génétiques modernes montrent que les Coréens et les Japonais sont plus proches entre eux qu'aucun des deux ne l'est d'une population chinoise. Les migrants agriculteurs qui ont fondé les deux populations formaient un groupe génétique distinct, qui s'était différencié des groupes de la Chine continentale avant de s'étendre en Corée et au Japon. Cette ascendance commune aide à expliquer les liens linguistiques et culturels profonds entre la Corée et le Japon, malgré la séparation géographique. Ces ressemblances ne sont pas le fruit du hasard. Elles reflètent une origine commune. Les preuves apportées par l'ADN ont des implications politiques qui rendent cette recherche sensible dans les deux pays. Les identités nationales coréennes et japonaises se construisent en partie sur l'idée d'origine ancienne et autochtone. L'idée que les deux populations soient des arrivants relativement récents, descendants des mêmes migrants agricoles venus de Chine, remet en cause des mythes fondateurs. En Corée, le mythe de Dangun fait remonter l'origine du peuple coréen à 5000 ans, avec un roi divin légendaire. Les données génétiques montrent que les Coréens modernes n'existaient pas comme population distincte avant environ 3500 ans au plus tôt. Au Japon, la mythologie Shinto fait remonter la lignée impériale à la déesse du soleil Amaterasu et affirme une suite ininterrompue de souverains divins depuis des milliers d'années. Les données génétiques montrent
que les migrants Yayoi, devenus l'élite japonaise, ne sont arrivés qu'il y a 3000 ans et ont presque effacé les peuples qui vivaient là auparavant. Ces découvertes ont déclenché un débat intense parmi les historiens et les anthropologues dans les deux pays. Certains chercheurs acceptent ces nouvelles données génétiques comme une image plus précise du passé. D'autres résistent, en affirmant que la génétique ne peut pas tout raconter et que la continuité culturelle compte davantage que l'ascendance biologique. Mais l'ADN ne ment pas. Les Coréens et les Japonais modernes ne sont pas les descendants directs des premières populations qui ont habité la péninsule coréenne et les îles japonaises il y a des dizaines de milliers d'années. Ils descendent de riziculteurs qui ont migré depuis la Chine et qui ont remplacé démographiquement les habitants d'origine au cours d'environ 1000 ans. Cela n'enlève rien à la culture coréenne ni à la culture japonaise. Cela ne rend aucune des deux nations moins légitime ou moins remarquable. Ce que cela révèle, c'est une vérité sur l'histoire humaine. Les populations se déplacent, se mélangent, se remplacent et créent de nouvelles identités avec le temps. Aucune population n'est véritablement indigène, au sens d'avoir vécu quelque part sans changement depuis le commencement. En fin de compte, tout le monde vient d'ailleurs. Les peuples coréens et japonais ont créé des civilisations extraordinaires au cours des 3 derniers millénaires. Ils ont développé des langues, des religions, des traditions artistiques et des systèmes politiques uniques. Ils ont bâti des nations devenues des puissances régionales, puis des forces économiques mondiales. Cette histoire est réelle et profonde, quelle que soit l'origine lointaine de leurs ancêtres. Ce que l'ADN ancien nous a donné, c'est une image plus précise de la naissance de ces civilisations. Non pas avec des dieux, ni avec des fondateurs légendaires, mais avec des vagues de cultivateurs portant des graines de riz et des outils de bronze, migrant vers de nouvelles terres et construisant les fondations de cultures qui allaient durer des milliers d'années. Les chasseurs-cueilleurs d'origine qui vivaient en Corée et au Japon avant l'arrivée des agriculteurs ont été presque entièrement oubliés. Leurs langues ont disparu. Leurs pratiques culturelles sont perdues. Leur héritage génétique ne survit plus que sous forme de traces dans les populations modernes. Ils ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années sur ces terres, ont traversé les âges glaciaires et les changements climatiques, puis ont disparu de l'histoire lorsque l'agriculture est arrivée. Voilà la véritable histoire révélée par l'ADN ancien. Les Coréens et les Japonais modernes ne sont pas ceux que nous pensions. Ils descendent de riziculteurs chinois qui ont remplacé les populations indigènes de façon si complète qu'il ne reste presque rien des groupes d'origine. C'est une histoire de migration, de remplacement démographique et de la puissance de la technologie agricole à transformer des régions entières. Et c'est une histoire qui continue de s'écrire, à mesure que les généticiens extraient davantage d'ADN ancien et découvrent de nouveaux détails sur ce que nous sommes réellement et sur l'endroit d'où nous venons.